Deuxième pour certains. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui étaient là la dernière fois, c'est à vous qu'on demande des questions. Donc, je me retire. Hein? Vous avez reçu le document? Donc, moi, je me retire. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez reçu le document numérique? Oui? Oui, donc. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour l'instant? Oui, monsieur. Ok. On va donc continuer. On va terminer ce chapitre-ci et faire des TD. Voilà, je crois que la dernière fois, nous étions... Monsieur Diamène, est-ce que je peux avoir une souris là, s'il vous plaît? Alors, la dernière fois, nous étions... Donc, nous avions fini, nous avons démontré les équations de compatibilité des déplacements. Voilà. Alors, nous en étions donc arrivés ici. Voilà. Est-ce que je peux sourire? Voilà, c'est bon. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Je vous donne l'argent, vous achetez notre ville. Ok. Voilà. Ok. Donc là, nous en étions arrivés ici. Alors, tout le monde se souvient de ce que c'est que le jacobien de la transformation? Oui? La question à vous aussi, hein? Vous me regardez seulement comme ça. Là. Alors, le tenseur de Lagrange, tout le monde se souvient de ce que c'est? Le tenseur de déformation linéarisée. Le mouvement de corps rigide, tout le monde se souvient de ce que c'est? Alors. Donc, nous en étions donc arrivés au HPP. Alors, HPP, tout le monde se souvient de ce que c'est? Hypothèse de petite perturbation. Oui, question? Alors, ensuite, j'ai démontré les équations de compatibilité. Absolument. Voilà. Donc, je crois que c'est ici que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Voilà. Bien. Alors, si vous développez donc les équations de compatibilité en dimension 3, voilà donc ce qu'on obtient. La première, epsilon 22,33 plus epsilon 33,22 est égal à 2 fois epsilon 23,23. Je rappelle que la virgule est une opération de dérivation partielle. Ça veut donc dire que quand j'écris par exemple epsilon 33,22, ça veut dire que je dérive epsilon 33 deux fois par rapport à x2 et par rapport à x2. Voilà. Alors, voici les 5 autres. Epsilon 11,22 plus epsilon 22,11 est égal à 2 fois epsilon 12,12. Voilà. La troisième, epsilon 33,11 plus epsilon 11,33 est égal à 2 fois epsilon 31,31. La quatrième, epsilon 33,12 plus epsilon 12,33 est égal à epsilon 31,23 plus epsilon 23,13. La cinquième, epsilon 22,31 plus epsilon 31,22 est égal à epsilon 23,12 plus epsilon 21,32. Et enfin, epsilon 11,23 plus epsilon 23,11 est égal à epsilon 13,21 plus epsilon 12,31. Voilà. Donc voilà les 6 relations de compatibilité de déformation que vous devez vérifier à chaque fois qu'on vous donne un tenseur de déformation. Alors,
Si ces relations ne sont pas vérifiées, alors vous ne pouvez pas intégrer le tenseur de déformation pour trouver le vecteur de déplacement correspondant. Il faut que ce soit bien clair. Hein? Donc, ceci en réalité résulte de la différentielle totale exacte du tenseur de rotation. On l'a démontré plus. Bien, maintenant, pour finir le chapitre, quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur et direction principale du tenseur de déformation? Bien. Vous savez que ici, c'est un problème d'algèbre en fait. Vous savez que quand j'écris les composantes d'une matrice, c'est dans une base. Si je change la base, les composantes de la matrice changent. Alors, le problème de direction principale et de valeur principale, c'est qu'on cherche une base où la matrice est uniquement diagonale. Ça, vous avez vu l'algèbre. Donc, le repère principal d'un tenseur, c'est la base par rapport à laquelle le tenseur est représenté par une matrice diagonale. Voilà. Et si A est un vecteur de cette base, alors on doit avoir epsilon A qui est égal à lambda A. Lambda ici est un réel. Okay? Ce qui revient à dire que epsilon moins lambda I tout ça fois A est égal à 0. Voilà. Et donc, en termes de, ça c'est une relation intrinsèque. En termes de coordonnées, cela veut donc dire que delta, epsilon IJ, moins lambda fois delta IJ fois AJ est égal à 0. Puisque delta IJ, c'est la coordonnée générique du tenseur identité. Epsilon IJ, c'est la coordonnée générique du tenseur de déformation. Et ici, nous sommes dans l'hypothèse de petites perturbations. Donc, ça veut donc dire que, comme je vous l'ai dit dernièrement, si on parle de tenseur de déformation sans autre précision, il s'agit du tenseur de déformation linéarisé, c'est-à-dire en HPP. Alors, si on cherche une solution A différente de 0, alors la solution non triviale donc correspond à ce qu'on appelle l'équation caractéristique, c'est-à-dire que déterminant de epsilon moins lambda I est égal à 0. Et à ce moment-là, les lambda I seront donc appelés les valeurs principales du tenseur. Voilà. Alors, on montre que si epsilon est symétrique, l'équation 1,36 a nécessairement 3 racines réelles, qui sont des valeurs principales du tenseur de déformation. Si les 3 valeurs principales sont différentes, alors il existe 3 directions principales qui sont 2 à 2 orthogonales. Donc, ça veut donc dire que si les 3 valeurs principales sont distinctes, alors on dit que les directions principales vont former un triangle direct. D'accord? Un triangle direct. Donc, ça donne X, 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 Y, Z. Ou bien A1, A2, A3. On doit avoir un triangle direct. D'accord? Voilà. Maintenant, si par exemple, lambda 1 est égal à lambda 2, mais différent de lambda 3, alors on va dire qu'il existe une direction principale privilégiée, qui est donc A3 associé à lambda 3. Et dans ce cas, toute autre direction, alors, si j'ai une direction privilégiée qui est A3, alors les 2 autres directions sont dans le plan, qui est perpendiculaire à A3. Pour que la base soit toujours une base orthonormée directe. Alors, maintenant, si toutes les... Oui? Question? Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Ça fait beaucoup de bruit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai cru que quelqu'un avait une question. Non, il n'y a pas de question. Bien, maintenant, si toutes les 3 valeurs principales sont égales, alors le tenseur est dit sphérique. C'est-à-dire que toute direction est principale. Absolument. Alors maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle les invariants. Les invariants d'un tenseur. Alors, on appelle invariant une fonction à valeur scalaire invariante dans tout changement de repère. Hein? Justement. Donc, là, on dit que ce sont des choses qui ne varient pas quand on change de repère. Parce que normalement,
Quand vous changez de base, vous devez changer les coordonnées. Alors maintenant, ce qui reste constant ou bien invariant, c'est ce qu'on appelle donc les invariants d'un tenseur. Évidemment, ce sont des scalaires, puisqu'il n'y a que des scalaires qui sont invariants, par changement de repère. Le premier invariant, c'est la trace. D'accord? Donc, si vous écrivez un tenseur de déformation epsilon dans la base E1 et dans la base E, vous écrivez le même tenseur dans la base E bar, alors la trace sera toujours la même. Donc, en additionnant les termes diagonaux. Donc, la trace d'un tenseur est un invariant. OK. Le deuxième invariant que vous connaissez tous, à partir de l'algèbre élémentaire, évidemment, c'est le déterminant. Le déterminant, OK, le déterminant d'une matrice est un invariant. D'accord? Ça ne dépend pas de la base dans laquelle on écrit la matrice. Et le troisième, ça, ce sont des notations, hein, epsilon 1, epsilon 2, comme ça, epsilon 3, c'est juste des notations. Alors, donc, c'est un demi de la trace d'epsilon au carré moins trace d'epsilon au carré. Ici, il faut faire attention. Trace d'epsilon, et ici, c'est trace epsilon qui est élevée au carré. Alors que ici, vous élevez d'abord la matrice au carré avant de prendre sa trace. Alors là, il faut faire attention. OK. Donc là, c'est la trace d'epsilon, tout ça au carré. Et ici, c'est epsilon au carré d'abord, dont on prend la trace. En termes de coordonnées, c'est epsilon II, epsilon JJ, moins epsilon IJ, epsilon JI. Nous avons déjà vu tout ça dans le chapitre premier, puisqu'en réalité, ici, epsilon, ce n'est autre chose que epsilon. Epsilon au carré, ce n'est autre chose que epsilon fois epsilon. Voilà. OK, donc, ces trois invariants sont ce qu'on appelle les invariants élémentaires du tenseur. Bon, maintenant, en dehors de ces trois invariants, on peut définir d'autres invariants. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres invariants seront nécessairement des combinaisons linéaires de ces trois invariants élémentaires. Absolument. Donc, voilà. Alors, donc, c'est ce que je dis ici. On peut construire d'autres invariants par combinaison des invariants élémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle partie sphérique et partie déviatorique d'un tenseur? Voilà. Le tenseur de déformation est composable en ses parties sphériques et déviatoriques. Nous avons déjà vu qu'un tenseur d'ordre 2 peut être défini et peut être décomposé en ses parties symétriques et antisymétriques. C'est ce qu'on a fait avec le gradient, ce que nous avons appelé dans le cours ici, le tenseur H, le gradient de U. Alors, le gradient de U a sa partie symétrique, qui est donc epsilon, qui est donc le tenseur de déformation linéarisée. Epsilon, ce n'est autre chose que H plus H transposé sur 2. C'est-à-dire le gradient de U plus le transposé de gradient de U sur 2. Voilà. Alors, tandis que la partie antisymétrique, ce qu'on appelait le tenseur de rotation, c'est-à-dire c'est H moins H transposé sur 2. Bien. Alors, je disais donc que, de même qu'un tenseur décomposable en ses parties symétriques et antisymétriques, il peut aussi être décomposé en ses parties dites sphériques et déviatoriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici epsilon, voici sa partie sphérique, voici sa partie déviatorique. La partie sphérique, voilà, c'est ça. On dit qu'un tenseur sphérique est sphérique s'il est proportionnel au tenseur identité, tout simplement. D'accord? Voici la partie sphérique. La partie sphérique, je peux mettre que c'est un E bar fois delta. OK? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, un tenseur sera dit sphérique s'il est proportionnel au tenseur identité, tout simplement. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que la partie déviatorique est égale à epsilon moins epsilon sphérique. Voilà. Et donc, par définition, un tenseur sera dit déviatorique si sa trace est nulle. C'est la définition. Bien. Donc, il faut bien retenir cela. Un tenseur peut être décomposé en ses parties symétriques et antisymétriques. Le même tenseur peut être décomposé en ses parties sphériques et déviatoriques. Qu'est-ce que ça veut dire sphérique? Sphérique, ça veut dire simplement que c'est proportionnel au tenseur identité. Donc, ça veut donc dire que si je vous demande, par exemple, ici, de trouver la partie sphérique de epsilon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc faire d'abord
le premier invariant qui est la classe. Donc, vous dites que E bar ici est égal donc à epsilon 1 divisé par 3, tout simplement. Et donc, la partie sphérique serait égale à E bar fois delta. Et maintenant, alors, la partie déviatorique, ça va être égal à epsilon moins epsilon sphérique. Absolument. Bien, maintenant, les topologies, différentes topologies de tenseurs, hein, les différentes topologies de tenseurs de déformation. Alors, regardez ici, si un tenseur de déformation a cette topologie-là, on va dire que c'est un tenseur plan de déformation dans le plan 1, 2. Parce que vous voyez que ici, si ceci est relatif à E1, E2, E3, donc vous voyez que par rapport à E3, vous avez toujours 0. Voilà. Ici, ça c'est un tenseur de déformation plan. Ici, c'est dans le plan plutôt E2, E3. Ici, c'est un tenseur de déformation plan, mais plutôt dans le plan E1, E3. Absolument. Alors, maintenant, on définit également un tenseur de déformation unidirectionnel. Supposons par exemple que ici, dans ce tenseur-là, seul ce terme-ci est nul et tous les autres termes sont nuls. On va dire que ce tenseur-ci est unidirectionnel dans la direction 1. Si tous les autres termes sont nuls, sauf celui-ci, il est unidirectionnel dans la direction 2. Si tous les termes sont nuls, sauf celui-là, il est unidirectionnel dans la direction 3. Bien. Si on prend un tenseur, par exemple, comme celui-ci, et qu'en plus, ce terme-ci est non nul, on va dire que ce tenseur-ci est de révolution autour de E3. Alors, on va voir ça, on va revenir dessus en long et en large dans les applications pour qu'on voit comment est-ce que la topologie des tenseurs peut faciliter, par exemple, le calcul des directions propres et des valeurs propres. Donc, c'est pour ça donc, que je dis que les tenseurs ci-dessus sont des formes de tenseurs plans. A, il est plan dans le plan 1, 2. B est plan dans le plan 2, 3. Et 3 est plan dans le plan 1, 3. Alors, qu'est-ce qu'on appelle allongement et glissement unitaire en HPP? Soit epsilon le tenseur de déformation en un point M. On appelle allongement unitaire dans la direction N le scalaire delta, tel que delta soit égal à epsilon IJ, NI, NJ. Ou bien matriciellement, delta est égal à N transposé fois epsilon fois N. Absolument. Et qu'est-ce qu'on appelle glissement? Glissement unitaire dans les couples de direction perpendiculaire N et M, c'est le scalaire défini par θ égale à epsilon IJ, NI, MJ. Ou matriciellement, θ est égal à M transposé fois epsilon fois N. Normalement, quand j'écris ceci, c'est des simplifications. Parce que normalement, pour écrire ceci, je dois mettre des crochets pour dire que voici une matrice, ou bien voici une matrice, ou bien au moins des accolades. Parce que si M est un vecteur, alors ça veut dire que pour écrire M transposé, là, je dois mettre des accolades. Donc ici, c'est une simplification de l'écriture, tout le monde comprend bien. C'est pour ça que cette écriture-là est meilleure, parce que ici, on sait que c'est une notation indicielle ou tensorielle, et là, c'est plus logique, d'accord? Ici, il faut bien comprendre que dans cette notation matricielle, normalement, je dois mettre soit des accolades sur les vecteurs, soit des crochets sur les matrices. Absolument. Voilà. Donc, voilà ce qui termine ce premier chapitre. Et donc, on peut commencer à faire quelques TD. Voilà. Bon. Alors, ici, voici le premier TD que je vous propose. Bien. Alors, on donne R, un repère cartésien avec cette base-là, et on considère la transformation homogène phi, définie pour tout T positif par ça. Donc ça, je rappelle que phi, c'est ce qu'on appelait dans le cours la transformation, l'application de transformation, et donc X est transformé en, grand X est transformé en petit x. Ça veut donc dire que petit xi est égal à phi de grand xi, tout simplement. Alors, dans cette définition, petit x1 est égal à grand x1 que multiplié plus alpha t. Petit x2 est égal à grand x2 et petit x3 est égal à grand x3. Avec alpha et t qui sont donc positifs. Première question, on vous demande de déterminer la matrice de transformation.
Alors, nous avons vu dans le cours que cette matrice de transformation est définie tout simplement par gradient de phi. Et gradient de phi, c'est quoi? C'est d rond de phi i sur d rond de x j, tout simplement. Donc, si je prends f11, F11, ça veut donc dire que c'est d rond de phi 1 sur d rond de x1, tout simplement. Voilà. Or, phi 1, c'est quoi? Phi 1, c'est petit x1. Si je dérive petit x1 par rapport à grand x1, ça me fait bien 1 plus alpha t. Bien. Alors, si je fais f1,2, ça veut donc dire qu'il faut que je dérive petit x1 par rapport à grand x2. Vous voyez que ici, petit x1 ne dépend pas de grand x2, donc ça va faire 0. Ni de grand x3, donc ça va faire 0. Bien. Je veux calculer maintenant, par exemple, f2,2. f2,2 par définition, c'est quoi? C'est d rond de petit x2 sur d rond de grand x2. Mais le voici, ben, ça fait 1. Voilà. Et f3,3, c'est d rond de x3 sur grand x3, ça fait 1. Donc, là, vous avez donc ainsi calculé la matrice de la transformation. OK. Maintenant, on vous demande donc d'étudier la transformation d'un vecteur, d'un volume et d'un vecteur R. Bon, là, c'est simple. Alors, par application du cours direct, nous avons vu que si A est le vecteur dans la configuration non déformée qui se transforme en A bar, alors A bar est égal à F fois A. Tout simplement. Donc voilà. Donc ça veut donc dire que si les coordonnées de A sont A1, A2 et A3, pour trouver A bar, j'applique F à A. Donc je viens ici, je prends ce F et puis ici je mets A1, A2, A3. Alors si je calcule, ça va faire donc ligne fois colonne. Voilà. Ça va faire ceci fois A1. Ceci, ça là, A2 et A3 n'interviennent pas puisque je vais faire 0 fois A2, 0 fois A3. Donc là, ça veut bien dire que ça fait 1 plus alpha t fois A1. Ici, ça fait A2 et là, ça fait A3. Comment se transforme un élément de volume? Alors, nous avons dit que l'élément de volume, en réalité, se transforme par le jacobien. Parce que le jacobien, d'accord, définit physiquement la dilatation volumique. Or, le jacobien, c'est quoi? C'est justement le déterminant de la transformation. Bien, donc il suffit que ici je vienne, je calcule le déterminant de cette transformation, c'est tout. Et donc, vous voyez que ici le jacobien n'est autre chose que 1 plus alpha t, tout simplement. Et donc, ça veut donc dire que voici comment se transforme un élément de volume. Si vous prenez un élément de volume oméga dans la configuration non déformée qui se transforme en oméga bar, alors voilà comment cela se transforme. OK. Maintenant, le vecteur R, c'est pareil. Le vecteur R, par définition, c'est J fois G transposé fois D. Si D est un vecteur R dans la configuration non déformée et qui se transforme en D bar, voilà la relation. J, on l'a déjà calculé. G, c'est par définition l'inverse de F. Or, comme F est une matrice, c'est une matrice diagonale. Comme F est une matrice diagonale, alors son opposé, c'est tout simplement l'inverse des termes diagonaux. Tout simplement. Ici, il y a un T qui manque. Ici, il y a un T qui manque. Donc, G est égal à F moins 1. Voilà. Et donc, ça fait 1 sur 1 plus alpha T, 1 et 1. Et maintenant, vous appliquez. Alors, donc c'est pour ça qu'ici, il faut faire très, très attention. Ici, quand j'écris tout ça là, G, normalement, est une matrice et D est un vecteur. Donc ici, D a pour coordonnées D1, D2 et D3. Voilà. Et donc, ça veut donc dire que D bar, c'est 1 plus alpha T que multiplie 1 sur 1 plus alpha T, 0, 0, 0, 1, 0 et puis 0, 0, 1. Et donc, vous multipliez, vous allez donc trouver les coordonnées de D bar. D'accord? Puisque un vecteur R se transforme toujours en un vecteur R. Hein? D'accord? Souvenez-vous, ok, le vecteur R, c'est le vecteur R, c'est quoi mathématiquement? C'est un produit. C'est un produit. Mais non, le vecteur R, ce n'est pas un produit scalaire. C'est un produit vectoriel, absolument. Parce que c'est le produit vectoriel de deux vecteurs, d'accord, qui donne l'air entre les deux vecteurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un vecteur R.
Hein? Et le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est encore un vecteur. Alors, si on veut rendre D unitaire, bon, D unitaire, si on veut rendre D bar unitaire, c'est tout simplement D bar sur norme de D bar. Ok? La norme, c'est quoi? C'est racine du carré des termes, tout simplement. Bien. Alors maintenant, trouvez le tenseur de dilatation et le tenseur de déformation de Green-Lagrange. Vous voyez que finalement, ici, ce n'est pas des choses qui sont compliquées, il faut simplement appliquer les formules. Bien regarder le cours, appliquer les formules. On vous demande de calculer le tenseur de dilatation. Par définition, le tenseur de dilatation, c'est F transposé fois F. C'est-à-dire, ça fait ici F carré. Puisque comme F ici est diagonale, F transposé est égal à F, tout simplement. Ben, vous mettez, vous calculez. Voici F transposé, voici F, c'est tout. Donc, ligne fois colonne, ça fait combien? Ça fait ça. Ligne fois colonne, ça fait ça. Ligne fois colonne, ainsi de suite, vous savez multiplier deux matrices. Alors, maintenant, par définition, le tenseur de déformation de Green-Lagrange, c'est L tel que 2 fois L est égal à C moins I. C'est tout. Voilà. Donc, ça veut donc dire que L est égal à C moins I sur 2. Voilà. À ce moment-là, voici C moins I. Donc, je prends C, j'enlève I. D'accord? Voilà. Si je prends C, j'enlève I, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que ça, là, c'est une identité remarquable. Donc ça, là, ça fait 1 plus 2 fois alpha t plus alpha carré t carré. Bon, maintenant, si j'enlève 1, il va donc me rester 2 alpha t plus alpha carré t carré. C'est tout, bien sûr. Et maintenant, si je divise ce résultat-là par 2, ça me donne ça. Alors, maintenant, on dit déterminer les valeurs principales et les directions principales de ce tenseur. Bien. En général, quand on pose cette question, il ne faut pas vous lancer dans les calculs sans réfléchir. Bien. Ici, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? D'après la topologie des tenseurs que nous avons définie, ce tenseur-ci a quelle topologie? C'est quel type de tenseur ça? Vous voyez qu'ici, il y a seulement le terme L11 qui est différent de 0. Tous les autres termes sont nuls. Donc, ça veut donc dire que ceci, c'est un tenseur de déformation unidirectionnel dans la direction E1. Hein, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure là. Ça, c'est un tenseur de déformation unidirectionnel dans la direction E1, tout simplement. Voilà. Et donc, voyez ici, on peut aussi dire que ce tenseur-ci, c'est un tenseur diagonal. Puisque, vous voyez qu'en dehors des termes diagonaux, tout le reste est égal à 0. Donc, ça veut donc dire que la recherche des valeurs et directions principales, c'est la recherche de la base dans laquelle le tenseur est diagonal. Mais dès le départ, le tenseur est diagonal, donc il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous comprenez ça? Hein, d'accord? Hein, ok? Donc, la base de départ dans laquelle ce tenseur était défini, c'est-à-dire c'est cette base-là, c'est-à-dire la base E1, E2, E3, dans laquelle je suis en train de travailler depuis. Vous voyez que dans cette base-là, ok, ce tenseur-ci est un tenseur diagonal. Donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus donc que la base diagonale, c'est la base de départ, et les valeurs principales sont donc celles-ci, 0 et 0. Ceci est relatif à E1, ceci est relatif à E2, et ceci est relatif à E3, tout simplement. Bon, je peux conclure ça comme ça, mais je peux aussi me mettre à calculer, d'accord? Je calcule, d'accord, ok, l'équation caractéristique, je cherche les racines et tout. Maintenant, vous travaillez pour rien. Parce qu'il suffit seulement de réfléchir pour dire que, ok, qu'est-ce que c'est que la base principale? La base principale, c'est la base où le tenseur est diagonal. Mais ce tenseur-ci est diagonal, donc ça veut donc dire que la base où on l'a écrite est directement une base principale. Et les valeurs principales sont là. Okay. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu ici. Voilà. Bon, donc j'ai fait comme si je n'avais pas... Bon, comme si j'étais un peu bête, quoi. Hein, si on peut dire ça comme ça. Hein, je pose que L est égal à ça. Et je calcule. Voilà. Et je calcule. Voilà. Hein, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez bien que... la direction principale associée à lambda 1, c'est E1. Voilà. Et lambda 2 est égal à lambda 3. C'est ça ici. Voici. Hein, je suis là. Cette valeur principale est égale à cette valeur principale. Donc, ça veut donc dire que je suis dans le cas où il y a ce qu'on appelle une simple multiplicité. C'est-à-dire que lambda 2 est égal à lambda 3.
À ce moment-là, ça veut donc dire que la direction E1 est une direction particulière et toute autre direction dans le plan qui est perpendiculaire à E1 est aussi direction principale, tout simplement. Oui. Dans le cas où E2 était différent de lambda 2 était différent de lambda 3. Alors, à ce moment-là, il faudrait calculer dans E2 et dire que E3 est égal à E1 vectoriel E2. Parce que, au bout du compte, ça c'est le cas où les trois valeurs principales sont différentes. Et nous avons dit que si les trois valeurs principales sont différentes, alors les trois directions propres, il faut les calculer avec la formule qui est là. Alors, il suffit d'en calculer deux, puisque on sait que la base principale forme toujours un trièdre direct. Donc, trièdre direct, ça veut dire que quoi? Si j'ai E1, E2, E3, alors ça veut dire que E2 vectoriel E3 est égal à E1. C'est la notation. E1, E2, c'est E3. E1, E3, c'est moins E2. Hein, c'est ça la règle pour le calcul vectoriel. On est bien d'accord? Voilà. Donc, ça veut donc dire que ici, supposons par exemple, ça c'est une bonne question, supposons par exemple que lambda 2 était différent de lambda 3. À ce moment-là, je devais donc venir calculer A2, ok, et maintenant dire que A3 c'est égal à A1 vectoriel A2. Et maintenant, comment calculer A? Alors, c'est simple, hein? Bon, vous voyez ceci. Alors, supposons que je veux calculer une direction propre. Donc, voici. Il faut donc appliquer lambda, L moins lambda I fois A est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, ici, ça veut donc dire que je vais prendre L. Alors, j'ai posé que L, c'est ça, hein, c'est le premier terme là. OK? Voilà. Alors, donc, ça veut donc dire que L moins lambda I ici, c'est ça. D'accord? Alors, le vecteur A, c'est A1, A2, A3. C'est ça que je cherche. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, en résolvant ce système, on trouve que A2 est égal à A3 égal à 0. Tandis que A1 est quelconque. Si vous avez un vecteur tel que A1 est quelconque et A2 et A3 sont égales à 0, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce vecteur-là est porté par E1, tout simplement. Et maintenant, s'il faut que ce vecteur-là soit unitaire, il faut que A1 lui-même soit égal à A1. Bon, maintenant, si vous voulez, si par exemple, lambda 2 était différent, mais vous venez ici, vous faites la même chose. Vous allez faire que déterminant de L moins lambda 2i fois A2 est égal à 0. Donc, vous remplacez ici lambda par lambda 2, vous calculez L moins lambda 2i et vous mettez là A2, 1, A2, 2, A2, 3. Vous calculez les coordonnées. D'accord? Sachant que ici, là, comme les lambda sont les valeurs principales de cette quantité-ci, ce système d'équations est nécessairement dégénéré. Ça veut donc dire que vous allez avoir en réalité deux équations ou bien trois équations qui sont, deux au moins des équations dans les trois qui sont les mêmes. D'accord? Voilà. On va faire d'autres cas dans la suite, vous allez voir. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc ici, on peut directement donc conclure cela. Que la base principale, c'est directement la base initiale dans laquelle on a écrit la matrice. Alors, on demande également le tenseur de dilatation. Ben, c'est pareil. Hein? Le tenseur de dilatation, ben, c'est pareil. Alors, si vous regardez le tenseur de dilatation ici, qu'est-ce que vous constatez? Si vous regardez ce tenseur de dilatation-là, qu'est-ce que vous constatez? Ben, qu'il est également en diagonale. Donc, ça veut donc dire que la base de départ est également base principale pour le tenseur de dilatation. Voilà. Bien, donc on fait les mêmes conclusions. Maintenant, on dit préciser les hypothèses de petites perturbations et donner les expressions linéarisées. Alors, cette hypothèse s'exprime. Regardez ici. Bon, là, les choses sont faites de telle sorte que même... Regardez ici le tenseur L. Voilà. Regardez ici le tenseur L. Regardez ici que vous voyez bien que ici il y a un terme linéaire et un terme quadratique. D'accord? Donc, bon, si on raisonne tout simplement directement par la définition même des hypothèses de petites perturbations, à savoir que si le module de gradient U est petit,
alors on néglige les termes d'ordre supérieur devant les termes d'ordre 1. Voilà. Donc, ça veut donc dire qu'ici, on va conclure directement que, voilà. Alors, cette hypothèse s'exprime par l'annulation des termes du second ordre dans L. Or, ça veut donc dire qu'il faut donc négliger le terme alpha carré t carré sur 2 dans ce tenseur. Et donc, le tenseur de déformation linéarisée est tout simplement ça. D'accord? Voilà. Donc, voilà un exemple de TD. On va en faire un autre. Alors, bon, celui-ci, bon, avant de faire celui-ci, je vais rentrer un peu au-dessus, là où on avait fait notre TD là-bas. Voilà, le voici. Voilà. Voici un autre TD. Alors, donc, voici un autre TD. On dit qu'on considère un champ de déplacement. Maintenant, c'est plutôt un champ de déplacement. OK? Plan défini dans le repère orthonormé direct. R et qui est O, E1, E2, E3 par U de X1, X2, X3 est égal à ça. Où X1 et X2 sont les coordonnées de Lagrange. D'accord? C'est-à-dire les coordonnées de Lagrange, ça veut dire les coordonnées de position. Puisque la description lagrangienne, c'est une description par position. Absolument. Donc, sont les coordonnées de Lagrange et A et B sont deux constantes réelles positives. Voilà. On définit la base dans la base B comme E1, E2, E3. L'instant T est fixé et sera exclu des notations. On vous demande de déterminer les points de la configuration initiale où la condition de non-interpénétrabilité de la matière n'est pas satisfaite. Alors, déjà, il faut comprendre la question. Qu'est-ce que nous avons dit ici au sujet de l'interpénétrabilité de la matière? C'est au sujet de J, c'est-à-dire de J, c'est-à-dire le Jacobien. Nous avons interprété J physiquement comme quoi? Comme tout simplement un coefficient de dilatation volumique. Je prends un volume élémentaire dans la configuration non déformée qui va se transformer en un autre volume dans la configuration déformée. Le rapport entre les deux, c'est... Alors, nous avons dit que si la matière s'interpénètre, c'est comme si J était égal à 0. C'est-à-dire qu'on part de la matière physique et on aboutit à de la non-matière ou bien au vide. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas physiquement possible. Donc, il faut éviter cela. Donc, il faut éviter que J soit égal à 0. Donc, ça, c'est ça, la condition de non-interpénétrabilité de la matière. Tout simplement. Alors, maintenant, donc, il suffit maintenant alors de calculer donc J et voir comment J se comporte. Absolument. Alors, voici U. Alors, on dit donc que U1, donc, c'est la première composante du vecteur U. Ça va faire donc X1, X2 fois A, qui est porté par E1. Le voici. U2, c'est la deuxième composante de U, c'est-à-dire c'est X1, X2 fois B qui est porté par E2. Par contre, U3 est égal à 0, puisque ici, il n'y a pas de composante sur E3. Donc, ça veut donc dire que si j'ai défini phi, par définition, phi, c'est quoi? C'est grand X qui se transforme en petit x. Or, par définition, petit x est égal à grand X plus U. D'accord? Puisque ça, c'est le vecteur déplacement. Si je lis la configuration de départ et la configuration d'arrivée par rapport au même repère, alors j'ai une composition vectorielle telle que petit x soit égal à grand X plus U. On l'a démontré en cours. Absolument. Alors, maintenant, par définition, J est égal à déterminant de F. Et F lui-même est égal à gradient de phi. Absolument. Donc, cela veut donc dire qu'à partir d'ici, je dois donc déterminer petit x1, petit x2 et petit x3. Or, petit x1, c'est quoi? C'est grand x1 plus u1. Le voilà. Petit x2, c'est grand x2 plus u2. Petit x3, c'est grand x3 plus u3. Mais u3 est nul. Bien. Ça me permet donc de calculer le gradient de phi comme tout à l'heure. D'accord. F11. Vous voyez donc ici que c'est d rond. D rond de grand x1 sur x1, ce qui est 1, plus d rond de tout ceci sur x1, qui est donc a fois x2. F
x1, 2. Ça veut dire que je dois dériver x1 par rapport à grand x2. Ici, ça fait 0. Et ici, ça fait a fois x1. Alors, 1, 3. Bon, ça ne dépend pas de 3. Donc, ça fait bien 0 ici. Alors, x2, 1. Alors, ça veut donc dire que je dérive petit x2 par rapport à x1. Celui-ci, ça va donner 0. Et ça va donner bx2. f2, 2. Ça a fait pareil. Donc là, ça fait 1 plus bx1. Voilà. Et puis, là, ça fait ça. Alors, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que j, qui est égal à déterminant de f, est égal à quoi? Alors, donc, si vous calculez ça, ça va vous donner ceci. Bon, l'interpénétrabilité veut dire que quoi? Que j est égal à 0. Et quand est-ce que j est égal à 0? Si 1 plus bx1 plus ax2 est égal à 0. OK. Ça, c'est l'équation de quoi? Ça, c'est l'équation de quoi? Dans l'espace. Dans l'espace, ça, c'est l'équation de quoi? Dans l'espace, d'un plan. Dans l'espace, ça, c'est l'équation d'un plan. Dans le plan, c'est l'équation d'une droite. Dans le plan x1, x2, c'est l'équation d'une droite. D'accord? Mais dans l'espace, ça, c'est l'équation d'un plan. OK. Donc, on conclut que quoi? Dans l'espace, le lieu où il y a interpénétrabilité de la matière, OK, c'est un plan dont la trace dans le plan x1, x2 est donnée par la droite d'équation x2 est égal à moins b sur a, x1, moins 1 sur a. Absolument. Donc, voici le lieu, voilà donc cette droite-là. Dans le plan x1, x2. Maintenant, si on part dans l'espace, il faut donc prolonger ceci dans l'espace, donc ajouter l'axe x3, et donc vous allez donc voir que ça, c'est ce plan-là. Donc la trace dans le plan x1, x2 est égale à cette équation. Est égale à cette droite. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde suit à Yaoundé là? C'est un peu flou? Alors, vous voulez que je reprenne? Est-ce que Yaoundé suit là? Ils ne réagissent pas. Allô? Est-ce que les gens de Yaoundé sont là? Est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont connectés quand même? Ils sont partis, ils ont fui? Ah, ils sont là. Alors, Yaoundé, ils ne réagissent pas? Vous comprenez ce qu'on fait là? Oui? Bon, alors, en tout cas, je réponds donc à la question de votre camarade en supposant que vous vouliez poser aussi la même question et que vous n'avez pas eu le courage. Voilà, voilà. Alors, votre camarade demande que je reprenne donc les 16 explications. OK. Donc, je reprends. Je dis, tout part de la compréhension de la physique de la chose. Hein? Donc, là où la matière est interpénétrable, c'est une instabilité. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de raison que la matière s'interpénètre et que vous ayez un volume élémentaire au début qui se transforme en de la chose évanescente, qui a disparu. Ce n'est pas physiquement imaginable. D'accord? C'est une instabilité, hein? Non, 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 non. Même si c'est de la poudre, ça veut dire qu'avant aussi vous aviez de la poudre. Mais maintenant, le volume élémentaire de la poudre a changé, tout simplement, en fonction de J. Là, on parle de quelque chose où au départ, vous avez de la matière. Et à l'arrivée, vous n'avez rien. Vous avez du vide. C'est ça le vide. Ce n'est pas que c'est de la poudre. Non, c'est du vide. C'est-à-dire que voici un milieu continu. Vous partez au départ dans la configuration non transformée de la matière. Et puis, à l'arrivée, vous avez la matière qui s'est interpénétrée. C'est-à-dire que ce qui était physiquement là, vous ne voyez plus rien. Ça devient du vide. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc ça, c'est une instabilité, évidemment, qu'on ne veut pas tolérer physiquement. Alors, donc, on part simplement de là, et à partir de là, on utilise toutes les définitions du cours. OK? On sait que, donc, la condition d'interpénétrabilité, c'est J égale à 0. Mais qu'est-ce que c'est que J? J, ce n'est autre chose que le déterminant de F. Mais qu'est-ce que c'est que F? F, ce n'est autre chose que le gradient de phi. Mais qu'est-ce que c'est que phi? Ben, phi, c'est tout simplement l'application qui a grand X fait correspondre à petit x. C'est tout. Vous remontez, puis vous faites le calcul.
Et puis vous trouvez le résultat. Est-ce que c'est plus clair? Bon, ok. Maintenant, on vous demande de déterminer dans la base B, premièrement, du tenseur de dilatation de Cauchy-Green. Donc, le tenseur de dilatation, on l'appelle aussi le tenseur de Cauchy-Green. Bon, ça, on l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Donc, comme vous avez déjà F, ben, vous multipliez tout simplement. C est égal à F transposé fois F. Vous multipliez, il n'y a pas de problème. Vous posez vos deux matrices, vous faites ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne, et ainsi de suite. Et donc, vous allez tomber sur ceci. Alors, moi, j'ai donc écrit là, la matrice, le triangle supérieur, étant entendu que cette matrice est évidemment symétrique. Parce que si je calcule F transposé fois F, donc ici c'est F, hein, c'est pas T, pardon. OK. Donc, c'est quelque chose qui est symétrique. Alors, maintenant, calculez le tenseur de déformation de Green-Lagrange L. Bon, c'est pareil, on sait que L est égal à C moins I sur 2, c'est toujours la même chose, d'accord? Vous avez ici votre C, vous enlevez la matrice identité et vous divisez par 2, toujours. OK, voilà. Alors, on vous demande de calculer le gradient de U. Le gradient de U, voilà, vous venez ici. Voici le champ de déplacement U. Le gradient, c'est quoi? Ben, c'est la matrice H qui est égale à H11, H12, H13. OK? H11, ça veut dire que quoi? C'est D rond de U1 sur D rond de X1 qui fait A fois X2. C'est ça? D'accord? Là, c'est pas compliqué, ça fait A fois X2. Alors, 1, 2, ça veut dire c'est D rond de U1 sur D rond de X2. Ça fait quoi? Ça fait AX1. Voilà, ça fait AX1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici la matrice H, qui est donc le gradient de U, que nous avons défini dans le cours. Et, par définition, le tenseur linéarisé, ce n'est autre chose que la partie symétrique de H. C'est-à-dire, c'est H plus H transposé sur 2. Tout simplement. Voilà. Et le tenseur de rotation, c'est la partie antisymétrique de H, c'est-à-dire c'est H moins H transposé sur 2. Bon, vous voyez que ici, vous remarquez directement que le tenseur, ce tenseur-ci, tous les termes de la trace sont, tous les termes diagonaux sont nuls. D'accord? Puisque c'est HIJ moins HJI. Donc, ça veut donc dire que si je prends 1, 1, ça va faire H11 moins H11 qui est égal à 0. Absolument. Et ce terme-ci est l'opposé de celui-là. Okay. Voilà. Alors, cette topologie-là, on va le voir après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc un tenseur purement de glissement. D'accord? Ou bien bon, si c'était des contraintes, on devait dire que c'est un tenseur de cisaillement. D'accord? Ça, c'est un cisaillement dans le plan 1-2. Voilà. Donc ici, si vous voulez encore une précision, ce tenseur-ci, c'est un tenseur de révolution. Parce que vous voyez que ici, tous les termes sont, tous ces termes-ci là. Ce terme est non nul, celui-ci est non nul, celui-ci est non nul. Par contre, vous avez ici 0, 0 et ici 1. Donc ça veut donc dire que, on va dire que ce tenseur-ci, c'est un tenseur de révolution autour de l'axe 3. Voilà. Et donc, quand un tenseur, par exemple, est de révolution autour de l'axe 3, alors là, ça veut donc dire directement que cette direction-ci est principale. Et la valeur principale associée, c'est ça. Et les deux autres sont dans le plan, maintenant que je vais chercher. D'accord? Donc, dès qu'on parle de valeur propre, direction propre, ne vous lancez pas dans les calculs sans réfléchir. Parfois, vous allez faire du calcul pour rien et vous allez même vous tromper dans les calculs. Alors qu'il aurait fallu réfléchir dès le départ pour tirer, même si on ne tire pas toutes les conclusions, mais on tire un certain nombre de conclusions avant de commencer le calcul. Okay. Donc ça, par exemple, ce tenseur de dilatation, c'est un tenseur de dilatation qui est donc un tenseur de révolution autour de l'axe E3. Bien. Alors, montrez que si A et B sont petits devant 1, alors on est en HPP. Bon, ça c'est très simple à montrer. D'accord? Il suffit
de comparer les deux là. Il suffit de comparer les deux-ci. Prenez ces deux-ci. Et vous voyez donc que si A et B sont trop petits par rapport à 1, vous pouvez négliger ces termes-ci. Et si vous négligez ces termes-là d'ordre 2, vous allez arriver à ça. Donc, dans ce cas-ci, les conditions de petite perturbation, les conditions de HPP correspondent à A et B petit devant 1. Okay. Maintenant, on suppose que A est égal à B égale à 1. Et on se place autour du point D0, qui a pour coordonnée 1, moins 1, 0 dans R. Et on considère alors le point C0 de coordonnée 1, 1, 0. On demande de déterminer les dilatations en D0 dans les directions définies par les vecteurs D0, C0 et D0O. Bien. Alors, les dilatations unitaires, nous avons déjà, on peut revenir à ces définitions, on peut revenir dessus pour que vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons défini comme dilatation et glissement unitaire? Alors, les voici. Nous avons dit que le glissement unitaire, voilà, là, c'est là. Alors, nous avons dit que, voilà, voici ce que nous avons appelé un allongement unitaire. L'allongement unitaire, par définition, c'est epsilon NN. Allongement unitaire dans une direction donnée. Alors, dans la direction donnée. Alors, pour que l'allongement soit unitaire, il faut que le vecteur lui-même soit déjà unitaire. C'est-à-dire que, avant de faire ce calcul, je dois d'abord m'assurer que N est unitaire. Et ensuite, maintenant, je calcule. Si je suis dans une représentation matricielle, ça fait donc N transposé fois epsilon fois N. Vous voyez que epsilon, ici, c'est une matrice. N est un vecteur. Donc, ça veut dire que epsilon fois N est un vecteur qui est comme ça. Maintenant, si je transpose N, ça veut donc dire que ça va être un vecteur comme ça. Donc, maintenant, si je multiplie ça par ça, c'est un scalaire. Je prends ça, d'accord, je prends ça fois ça, et ça. Donc, ça veut donc dire que pour trouver un scalaire en réalité, je transpose un vecteur que je multiplie par l'autre. Okay. Et maintenant, le glissement, c'est ça. Alors, maintenant, on rentre dans le problème pour appliquer ça simplement. Voilà. Alors, à ce moment-là, on aura donc ceci, que, voilà, c'est ça. Alors, donc, notre N ici, en réalité, c'est quoi? Notre N1 ici, c'est D0, C0. Parce qu'on nous demande de déterminer les dilatations au point D0, mais dans les directions D0, C0 et D0O. Donc, ça veut donc dire que ici, mon N, c'est D0, C0. Alors, D0, C0, ben, vous savez calculer quand même les coordonnées d'un vecteur à partir des points. Ça va faire donc X de C0 moins X de D0, ça fait 0. Y de C0 moins X de D2 et l'autre, ça fait 0. Mais maintenant, il faut rendre ça unitaire. Alors, unitaire, c'est tout simplement que ça fait E2. Voilà. Et maintenant, alors, par définition, lambda carré N est égal à N bar transposé, N bar 1 transposé fois N bar N transposé sur la norme de N1. Voilà. Or, N bar, c'est quoi? Comme N est un vecteur, bon, son transformé, c'est F fois N. C'est tout. Voilà. Donc, oh, j'ai déjà F. Donc, je calcule donc ici F fois N et je trouve ça. Voilà. OK. Alors, ici, évidemment, X1 vaut 1 et X2 vaut moins 1. Puisqu'on a dit qu'on est en train de travailler au point D0, dont les coordonnées sont 1, moins 1 et 0. Donc, ça veut donc dire qu'en ce point-là, X1 vaut 1 et X2 vaut moins 1, puisqu'on est autour de D0. Donc, ça veut donc dire que N bar 1 est égal à ça. OK. N2, lui, est égal à ça. C'est D0O. Donc, O étant l'origine du repère. Et D0, c'est ça. Donc, ça veut donc dire que ça fait ceci. Si on le rend unitaire, ça fait ça, puisque la norme de ceci, c'est 2. Voilà. Alors maintenant, son transformé, c'est ça. D'accord? Voilà. Son transformé, c'est ça. Et donc, comme on est toujours autour du point D0, en remplaçant X1 par 1 et X2 par moins 1, on trouve ça. Absolument. Donc, ça veut donc dire que lambda, c'est-à-dire l'allongement au carré suivant N1, c'est ça.
D'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est donc transposé de n que multiplie f fois n. Voici bien f fois n que j'ai déjà effectué. D'accord? Voilà. Hein? Voici f fois n que j'ai déjà effectué. Maintenant, je transpose, je multiplie. Donc, vous voyez que ça, là, ça fait bien un scalaire. Je prends ceci fois ça, plus ceci fois ça, plus ceci fois ça. Ça fait bien 5. Donc, si lambda au carré est égal à 5, ça veut dire que lambda est égal à racine de 5. Pour n2, c'est pareil. Voici déjà f fois n2. Et maintenant, je transpose. Voilà. Je transpose. Donc, ça va me faire donc ceci. Donc, ça va me faire 1 demi fois ceci plus ça, c'est 1. Ceci plus ça, ça fait 9. Donc, 1 plus 9, ça fait 10. 1 demi de 10, ça fait 5. Donc, ça veut donc dire que lambda de n2 est égal à 5. Donc, ça veut donc dire que les allongements unitaires dans les directions N1 et N2, donc, ou bien dans les directions D0, C0 et D0O sont toujours 5 et 5. Est-ce que là, vous avez compris? C'est les définitions, on prend les définitions, on les applique. D'accord? C'est les définitions, on prend les définitions, on les applique. Alors, je répète. Alors, par définition, donc, l'allongement, donc, c'est n transposé fois n fois f fois n. Voilà. OK? Donc, f fois n, donc vous déterminez f, vous multipliez par n. Voilà. La seule chose ici, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de travailler autour du point D0. Donc, ça veut donc dire que dans cette expression, il faut encore remplacer x1 par 1 et x2 par moins 1. Pareil ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez à la définition, donc vous faites transposer, d'accord, fois f fois n. Bien, maintenant on demande déterminer l'angle alpha que forment les deux vecteurs transformés de deux fibres élémentaires dx et dx' autour de d0 dans les directions respectives, donc toujours d0, c0 et d0. Alors, nous avons déjà défini le glissement. Bon, donc là, alpha, c'est pi sur 2 moins θ. C'est exactement ce que nous avons vu dans le cours, avec θ qui est égal à arc sinus, c'est-à-dire l'angle dont le sinus est ceci. Donc là, pratiquement, il n'y a rien à faire. J'ai déjà calculé n bar 1. J'ai déjà calculé n bar 2. Maintenant, il suffit de diviser ça par les normes. OK? Voilà. Alors, n bar 1 fois n bar 2, c'est quoi? Ça fait donc, ici, c'est un produit scalaire. Donc, ça va faire donc ceci, fois ça. Et je trouve donc 7 sur racine de 2. Et donc, je calcule, j'ai déjà calculé les normes de n bar 1 et n bar 2 tout à l'heure là. Parce que j'ai trouvé 5. D'accord? J'ai trouvé 5. Donc, ça veut dire que ça va faire 5 fois racine de 1 demi. Donc, ça va faire donc 7 sur racine de 2, tout ça divisé par 5. Alors, quel est l'angle dont le sinus est 7 sur 5 racine de 2? Voilà. On trouve que c'est θ est égal à 82 degrés. Si θ est égal à 82 degrés, que vaut alpha? Ben, alpha vaut pi sur 2 moins 82 degrés, ça fait environ 8 degrés. Alors, voilà ce ça qu'on a représenté ici, schématiquement. Voici le point O. Voici le point C0. Voici le point D0. Voilà. Voici la direction N1, puisque c'est D0, C0. Voici la direction N2, c'est D0O. Voici N bar 1. Voilà N bar 2. Et alpha représente donc le glissement, c'est-à-dire que l'angle entre les transformés de N1 et N2. D'accord? Donc, voilà θ. OK? Alors, OK, voilà. Et puis, donc, on a bien alpha qui est égal à pi sur 2 moins θ. Absolument. Voilà le genre de TD qu'on va vous demander sur ce chapitre-ci. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous comprenez un peu? Bien. Bon, de toute façon, vous avez intérêt à reprendre ceci entièrement, grattez vous-même pour voir si vous avez bien compris, d'accord? Vous reprenez tout. Bon, comme tout est là, d'accord? Vous reprenez tout. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous venez et puis on en discute, d'accord? L'avantage ici étant que vous avez tout le document devant vous. S'il y a une formule dont vous ne vous rappelez pas, vous rentrez, vous regardez la formule, vous venez appliquer, ainsi de suite.
Est-ce qu'il y a des questions là, à ce niveau-là? Non. Alors, on continue les TD. Alors, on continue les TD. Alors, ce qu'on va vous demander également dans ce chapitre-ci, c'est d'intégrer les champs de déplacement pour trouver les champs de déplacement. Donc, je vais vous montrer cela. Alors, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça procédure systématique d'intégration d'un champ de déformation pour trouver le champ de déplacement dont il dérive. Donc, il faut bien comprendre que si on vous donne un champ de déformation comme celui-ci, si ce champ de déformation n'est pas, on va dire quoi, compatible, voilà, c'est ça le terme. Si ce champ de déformation n'est pas compatible, vous ne pouvez pas l'intégrer pour trouver le champ de déplacement correspondant. Et dire que le champ est compatible, ça veut dire que quoi? Que toutes les équations de compatibilité sont vérifiées. Bien. Donc, quand on vous demande donc d'intégrer un champ de déformation pour trouver le champ de déplacement correspondant dont il dérive, la première des choses, c'est de vérifier que le champ de déformation donné est compatible. C'est-à-dire que ces composantes vérifient les ECD. Alors, allons ici donc, on prend les ECD, on commence à les vérifier, c'est simple. Alors, prenons par exemple la première ECD. Alors, on dit que epsilon 22,33 plus epsilon 33,22 doit être égal à 2 fois epsilon 23,23. OK. Je prends d'abord ce terme-ci. Epsilon 22,33, ça veut dire que quoi? Que je prends la composante epsilon 22 et je dérive ça 2 fois par rapport à x3. Bien. Je viens ici, je prends. OK? Venons ici, on prend. Alors, ici, epsilon 22 est égal à quoi pour ce cas particulier? Epsilon 22, ça veut dire que quoi? C'est Cx plus dy. C'est ça, epsilon 22. Maintenant, on dit que je dois dériver 2 fois par rapport à x3. x3 ici, c'est-à-dire z. Voilà. Alors, si je dérive une fois par rapport à z, ça donne combien? Mais 0, puisqu'il ne dépend même pas de z. Maintenant, a fortiori, dériver 2 fois. Puisque déjà, la première fois, ça donne déjà 0. OK. Le premier terme, c'est 0. On continue. On regarde le deuxième terme. Le deuxième terme dans cette équation, c'est quoi? Le deuxième terme dans cette équation, c'est quoi? Le deuxième terme dans cette équation, c'est epsilon 3,22. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je prends epsilon 3, je dérive ça 2 fois par rapport à xd. OK. Alors, donc là, epsilon 3, c'est quoi ici, dans notre cas particulier? Bon, voilà. Voilà. Tout le monde voit que epsilon 3, voici ça. C'est égal à 0. Bon, donc en dérivant, ça donne toujours 0. On rentre. Donc, ça veut dire que dans la première équation, les deux termes de la première partie sont nuls. Donc, pour que l'équation soit vérifiée, il suffit que le terme de l'autre côté de l'équation soit aussi nul. Bon, maintenant, alors, est-ce que c'est le cas? Là-bas, quel est le terme qui est dans l'autre membre de l'équation? C'est quoi? C'est 2 fois epsilon 23,23. C'est-à-dire, je prends epsilon 23, je dérive ça 2 fois. Je dérive d'abord par rapport à, c'est-à-dire y. Ensuite, je dérive par rapport à x3, c'est-à-dire z. Bon, venons, on regarde. OK? Alors, est-ce que c'est le cas? Voilà. Epsilon 2,3 chez moi est égal à quoi? C'est égal à 0. Epsilon 2,3, ça veut dire quoi? Je prends la deuxième ligne et puis la troisième colonne. C'est ça que ça veut dire. Donc, lui-même est déjà nul. Donc, en dérivant, ça va être 0. Plus généralement, vous regardez, vous voyez que ces fonctions-ci sont des fonctions linéaires. D'accord? Bien. Si je prends n'importe laquelle de ces composantes-ci, je dérive une première fois par rapport à n'importe quoi, ça va donner quoi? Supposons que je prenne ceci, je dérive par rapport à x, ça va donner quoi? Ça va donner quoi?
Ah. Maintenant, je dérive encore par rapport à quelque chose, n'importe quoi, ça va donner quoi? Donc, vous voyez donc, puisque les équations de compatibilité portent sur les dérivées secondes, si les fonctions du champ de déformation sont au plus linéaires, alors les équations sont automatiquement vérifiées. Vous n'avez même plus besoin de vérifier. Donc, à moins que ici, vous ayez une fonction quadratique, ce n'est pas la peine de faire des vérifications. Si les fonctions sont au plus linéaires, comme c'est le cas ici, puisque ici vous avez des fonctions linéaires, et maintenant les autres fonctions sont carrément nulles. Okay. Donc, c'est pour ça donc, que je fais cette remarque. Tant que dans les fonctions du champ de déformation sont linéaires, les ECD sont automatiquement vérifiées, car elles portent sur les dérivées secondes des fonctions de epsilon. Or, les dérivées secondes d'une fonction linéaire sont toujours forcément nulles. Bien, ça c'est la première étape. Deuxièmement, il faut exprimer le gradient du champ de rotation en fonction de epsilon et intégrer le champ de rotation. Alors, ça, nous avons démontré cette égalité en cours. Bon, si vous ne la rappelez pas, il n'y a pas de problème. Vous regardez dans le cours et vous vous rappelez. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le gradient du champ de rotation, puisque le champ de rotation, c'est oméga virgule 1 IJ. C'est un tenseur d'ordre, donc c'est un pseudo-tenseur, ce n'est même pas un tenseur d'ordre 2, c'est un pseudo-tenseur. Mais bon, comme il a quand même deux composants, si vous prenez son gradient aura donc 3 indices, d'accord, puisque je prends oméga IJ que je dérive par rapport à L. Voilà. Donc, là, ça va faire tout simplement donc epsilon IL virgule J moins epsilon JL virgule I. Et vous appliquez. Si je calcule par exemple le gradient de oméga 1, 2, ça veut donc dire que je dois prendre oméga 1, 2,1, oméga 1, 2,2, oméga 1, 2,1, 3. À partir d'ici, oméga 1, 2,1, c'est quoi? Ça veut dire que je fais I égale à J égale à L égale à... Donc, ça veut donc dire que ici, ça va faire donc epsilon 1, 1,2 moins epsilon 2, 1,1. Or, epsilon 1, 1, c'est quoi? Le voici. Epsilon 1, 1, virgule 2, ça fait B. OK, là c'est ça. Epsilon 2, 1,1, c'est quoi? Epsilon 2, 1. Il ne faut pas oublier que le tenseur epsilon est un tenseur symétrique. Donc ça veut donc dire que epsilon 1, 2 est égal à epsilon 2, 1. Absolument. Et je le dérive par rapport à quoi? Par rapport à 1, c'est-à-dire par rapport à x. Si je dérive ça par rapport à x, ça fait bien E. Absolument. Je prends epsilon 1, 2,2, mais c'est pareil, voilà. Epsilon 1, 2,2, epsilon 1, 2,2, ben, c'est F, voilà. Epsilon 2, 2,1, epsilon 2, 2,1, c'est C. Voilà. Ici, c'est égal à 0. Bon, si vous avez ça, ce gradient-ci, vous pouvez donc intégrer epsilon 1, 2. Donc, ça veut donc dire que epsilon 1, 2, pour trouver epsilon 1, 2, puisque ceux-ci sont des constantes. Donc, ça veut donc dire que pour trouver epsilon 1, 2, pour intégrer, ça va faire donc tout simplement B moins E que multiplie X, plus F moins C que multiplie Y, plus maintenant une constante d'intégration, puisque ça ne dépend pas de Z. Alors, je fais la même chose pour epsilon 1, 3. Alors, vous voyez qu'en faisant ça, vous voyez que tout ça est égal à 0. Donc, ça veut donc dire que epsilon 1, 3 est une constante pure. Puisque ces dérivés par rapport à x, y, z sont toujours nuls. Okay. Je fais la même chose pour 2, 3. Hein, d'accord? Puisque le tenseur étant antisymétrique, tous les termes diagonaux sont nuls. Donc, il n'y a que 3 termes qui sont significatifs. Il y a 1, 2, 1, 3 et puis 2, 3. Alors ici, si vous faites ça pour 2, 3, vous voyez également que tout ceci est égal à 0. Donc ça veut donc dire que epsilon est égal à une constante pure. La troisième étape, comme on a oméga, il faut maintenant exprimer le gradient du champ de déplacement en fonction de epsilon et oméga, qui sont tous les deux moments sont connus, puisqu'on vient d'intégrer oméga. Alors, par définition, le gradient de U est égal à epsilon plus oméga. Ça, on l'a démontré dans le cours. Bien. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que si je prends U1, son gradient, c'est quoi?
c'est U1,1, U1,2 et U1,3. U1,1, c'est epsilon 1,1 plus oméga 1,1. Comme oméga 1 est égal à 0, ça veut dire que ça fait juste epsilon 1,1, qui est égal donc à AX plus BY. U1,2, c'est epsilon 1,2 plus oméga 1,2. Epsilon 1,2, je l'ai. Oméga 1,2, je viens de l'avoir. Je viens de calculer oméga 1,2, il est là. D'accord? Alors maintenant, si j'additionne les deux, ça fait quoi? Ça va faire donc BX plus ceci plus ça. Alors, maintenant, une remarque importante. C'est ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé dans le théorème de Schwartz, c'est-à-dire la règle des dérivées croisées, les dérivées secondes croisées égales. Regardez ici. Si vous faites U1,12, ça va vous faire combien? U1,12, c'est combien? C'est B. Hein? C'est ça, non? Parce que voici U1,1. Maintenant, si vous dérivez encore par rapport à 2, ça va faire combien? Ça va faire B. Bon, maintenant, prenez U1. Maintenant, vous permettez l'ordre de dérivation. Au lieu de d'abord de dériver par rapport à 1 avant de dériver par rapport à 2, vous dérivez d'abord par rapport à 2 avant de dériver par rapport à 1. C'est ça, des dérivées secondes croisées égales. D'accord? Ok, donc ici, vous voyez donc que si vous prenez, d'accord, U1,1. D'accord, virgule 2. Voici U1,2. Maintenant, je dérive ça par rapport à 1. Je trouve encore B. Donc, vous voyez qu'on ne peut intégrer cette fonction que si les dérivées secondes croisées sont égales. Si les dérivées secondes croisées ne sont pas égales, cette fonction est inintégrable. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle dans le théorème de Schwartz, que nous avons monté en place. Absolument. Donc, ça, c'est pour que la différentielle totale de oméga soit exacte. Si la différentielle totale de oméga est exacte, évidemment, celle de U sera aussi exacte, puisque epsilon est déjà donné. Est-ce que vous comprenez bien ça? Donc, c'est pour ça que j'ai fait dans cette remarque-ci. C'est ça qui traduit la compatibilité. Si ces deux termes-ci ne sont pas les mêmes, vous ne pouvez pas intégrer. Voilà. Maintenant, U1,3, ça fait ça. Donc, maintenant, vous intégrez. Alors, si j'ai ça, bon, vous intégrez maintenant tout simplement. Donc, ça veut donc dire que ici, vous allez donc sommer par rapport à X. Ici, vous allez sommer par rapport à X toujours. Mais vous voyez qu'en sommant ça par rapport à X, ça revient aussi à sommer ceci par rapport à Y. Donc, c'est ça qui donne ce terme-là. Alors, extrêmement important. Donc, vous voyez que si ce n'est pas comme ça, alors vous n'aurez jamais cette compatibilité. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai dit, ici, il faut bien vérifier que U1,12 qui est égal à B, c'est encore U1,21 qui est égal à B. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les conditions de Schwartz. Et si le champ U est uniforme, alors ces dérivées secondes croisées ne changent pas, quand on permute l'ordre de dérivation. Et ce n'est qu'en vertu de ça que cette fonction est intégrable, sinon la fonction n'est pas intégrable. Voilà. Alors, maintenant, j'ai intégré U1, j'intègre U2. Bon, ici, c'est pareil. Vous voyez que je fais la même remarque. Vous voyez que ici, si je fais U2,1, ça fait ça. U2,2, c'est ça. Et U2,3, c'est ça. Bien. Alors, maintenant, vous vérifiez bien que U2,12, c'est un peu la même chose que U2,21. Hein? Règle des dérivées secondes croisées égales. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas intégrer. Vous pouvez pas intégrer. Et maintenant, en intégrant, ça fait ça. Vous intégrez ceci par rapport à X. Donc là, ça va faire 1C, YX. Ici, vous intégrez ça par rapport à Y, ça va encore vous faire 1C, YX. Le voilà. Voilà. Et enfin, pour le troisième, vous trouvez donc ça. Puisque là, c'est constant partout, donc là, il n'y a aucun souci. Donc, vous intégrez. OK? Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, vous aurez vous allez voir dans les épreuves des sujets comme ça. Donc, je vous donne pratiquement des TD types. Hein, des TD types que vous allez rencontrer partout. Même si vous prenez un autre livre de la CCT ou bien de MMC, on va vous poser les mêmes questions. OK. Ensuite, alors, il y a d'autres TD ici. Alors,
Alors, est-ce qu'il y a d'autres TD ici qu'on n'a pas regardé? Peut-être que j'ai laissé plutôt les autres à la fin. Monsieur Diamant, on a fait quelle heure là? Combien d'heures de temps? Il n'est que 17 heures. Bon, ça veut dire qu'on peut continuer. Voilà. De toute façon, là, on a fini le premier chapitre. Hein? C'est ça? Oh, oui, on a fini le premier chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez un peu mieux quand même déjà là? Par rapport au premier jour. Hein, ça fait semblant un peu là. Bon, ça fait un peu semblant. Oh. Mais sinon, vous allez finir par comprendre. Hein? Rassurez-vous. Vous allez finir par comprendre. Ok. Donc, on arrête là. Si possible. Parce que là, après, maintenant, il faut que... Est-ce que j'ai le deuxième fichier ici, monsieur Diamé? Le deuxième fichier, oui. On peut ouvrir le deuxième fichier. Je crois que c'est celui-ci. Ok. Et les gens de Yaoundé, là, vous ne réagissez pas, hein? À Yaoundé, ça va? Hein? Vous ne dites rien? Le micro est fermé ou bien comment? Le micro est fermé. Ah. Ouvre un peu le micro là, on essaie de discuter un peu. Ah oui, ça c'est la suite des TD. Ok, ça c'est la suite des TD. Oui, c'est ouvert le micro, vrai? Ah, c'est tout coupé. Ah, c'est eux qui gèrent, hein? Ah, ok, d'accord. Ah, je peux fermer, mais je ne peux pas ouvrir. Ah, tu peux fermer, mais tu peux ouvrir. Oui! Je ne vous demande pas de rigoler devant moi. Je vous demande s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, monsieur. Il n'y a pas de questions? Non. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Vous avez compris tout ce que j'ai dit? Les TD, vous avez compris les TD? On voit seulement. Mais, quand il n'y avait pas le document, vous disiez que vous voyez seulement. Maintenant, même il y a le document, vous dites toujours que vous voyez seulement. C'est pas sérieux. Hein? Bon. On verra. On verra? D'accord, d'accord. Bon, juste un quart d'heure. On fait encore quelques 2 ou 3 TD. Et puis on arrête, on continue demain. Compris. Ok, d'accord. Alors, ouvrez le truc. Vous avez bien ouvert? Voilà. Alors, fermez le micro. Parce que là, ils vont commencer encore à... Fermez le micro là pour se comprendre. Après, pour les questions, on va ouvrir. Ils vont poser les questions. Bien. Alors, voici un autre TD. Alors, voici un champ de... Bon, ça, ce n'est pas très intéressant. Bon, parce que c'est juste des calculs. Hein. Il n'y a pas quelque chose de physique dedans. Alors, voici un champ de déplacement. On vous demande de déterminer à partir de ce champ de déplacement le tenseur de déformation. Bon, ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein, d'accord? Ensuite, donc je dis donc le tenseur de déformation est donné à partir du champ de déplacement par l'équation de la cinématique hein, qu'on a vu, à savoir que epsilon est égal à 1 demi de gradient U plus transposé de gradient U. Donc ça veut donc dire que epsilon 1, c'est U 1,1. Bon, ici, 1 ici représente x1. Donc vous prenez ça, vous dérivez par rapport à x1, c'est tout. Epsilon 1, 2, c'est U1, mais vous dérivez par rapport à x2. Epsilon 1, 3, évidemment, c'est 0. Epsilon 2, 1, comme epsilon est symétrique, epsilon 2, 1, c'est la même chose qu'epsilon 1, 2. Epsilon 2, 2, vous prenez U2, vous dérivez par rapport à x2, ça vous donne ça. Epsilon 2, 3 est égal à 0, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on vous demandait dans ce problème-là. Problème M4. Ok, alors ça, par contre, c'est intéressant. Oui, il faut qu'on le fasse. Ça, c'est intéressant. Alors, en vue de déterminer expérimentalement le tenseur de déformation en un point d'un ouvrage, on y a placé un dispositif expérimental composé de 6 jauges extensométriques qui permettent donc de mesurer les allongements unitaires dans les 6 directions composées. Si on appelle donc les
epsilon A, epsilon B, epsilon C, epsilon D, epsilon E, epsilon F, les 6 mesures effectuées, comment est-ce qu'on peut définir le tenseur de déformation au point M? Donc, voici donc le schéma. Donc, vous êtes ici au point M. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle jauge? Une jauge, c'est tout simplement un dispositif qui permet de calculer l'allongement dans une direction, tout simplement. D'accord? Donc, on dit donc que si on colle une jauge dans la direction A, l'allongement dans la direction A sera 6-3. Si on colle une jauge dans la direction B, l'allongement qu'on va mesurer, ce sera 4,5-3. Bon, il faut aussi rappeler que epsilon n'a pas de dimension. D'accord? Epsilon n'a pas de dimension. Epsilon, c'est un nombre sans dimension. Puisque epsilon, ce sont les du sur dx. Or, u est donné en quoi? Et x est donné en quoi? Donc, mètre sur mètre, ça fait 100 unités. Par contre, le déplacement, c'est des mètres. Il faut bien comprendre cela. D'accord? La déformation n'a pas d'unité. D'accord? Puisqu'en réalité, c'est un taux. C'est un taux de déplacement. C'est un taux de déplacement. Ça montre comment le déplacement varie. C'est un taux de déplacement. Donc, ici, et vous voyez maintenant l'ordre de grandeur. Regardez l'ordre de grandeur. Ce sont des choses en général qui sont très petites. 6 fois 10-3. 4,5 fois 10-3. Suivant C. C, c'est ceci. Alors, C ici, il fait 60 degrés avec X2. B fait 60 degrés avec X1. Et A est confondu à X1. Alors, si on met une jauge suivant C, on obtient ça. 3-3. Suivant D, qui est la bisectrice du plan E, du plan X1, X2, X3, alors on a 1,5-3. Si on met une jauge suivant X3, on ne mesure rien. On ne voit rien. Si on met une jauge suivant F, qui est la bisectrice de X1, X3, on voit 3-3. Bien. Alors, maintenant, on vous demande donc, à partir de ces mesures, de définir le tenseur de déformation au point M. Bon, alors là, c'est très très simple, hein, c'est pas compliqué. Alors, on sait que le tenseur de déformation a cette topologie-là, de façon globale. OK. Epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, ainsi de suite. Okay. Maintenant, si on connaît une direction N et on veut appliquer l'allongement unitaire dans la direction, alors là, on sait que quoi? On sait que l'allongement suivant une direction, c'est quoi? C'est transposé de N fois epsilon fois N. C'est tout. D'accord? C'est ça la définition. D'accord? Qu'on a vu dans le chapitre précédent. D'accord? L'allongement unitaire, delta, c'est tout simplement transposé de N fois epsilon fois N. Bon, maintenant, il faut donc que j'applique ceci combien de fois? Dans epsilon là, nous avons dit que comme epsilon est symétrique, il y a combien de termes indépendants? 6. Donc, ça veut donc dire que pour trouver 6 inconnus, j'ai besoin de combien d'équations? Si pour trouver 6 inconnus, j'ai besoin de combien d'équations? Comment ça? Si j'ai besoin de 6 inconnus, je dois écrire 6 équations. C'est la moindre des choses. Si j'ai besoin d'une inconnue, je dois écrire une équation. Si j'ai besoin de 2 inconnus, je dois écrire 2 équations, ainsi de suite. Si j'ai besoin de n inconnus, je dois écrire n équations. Donc ici, vous voyez donc ici, comme ce tenseur-ci est un tenseur symétrique en dimension 3, donc il y a 6 composantes indépendantes, qui sont les 6 inconnus que je cherche. Donc pour avoir donc ces 6 inconnus, il faut que j'écrive 6 équations. Voilà. Justement, c'est pour ça qu'on m'a donné j'ai 6 données. C'est à partir de ces 6 données que je vais écrire les 6 équations. Alors, maintenant, si j'écris que l'allongement unitaire dans la direction A est 6 fois 10-3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que je vais prendre la direction A. Je calcule ses coordonnées. Pour A a pour coordonnées quoi? Évidemment, 1, 0, 0, puisque c'est le premier vecteur de la base. Voici A.
Donc A a pour coordonnée 1, 0, 0. Si je dois calculer l'allongement unitaire dans la direction A, je vais appliquer donc ceci. Je vais donc dire que delta est égal à 1, 0, 0 fois tout ceci fois 1, 0, 0. D'accord? Voilà. Ça veut donc dire que ça fait ça fois ça. Alors, j'ai même déjà tout développé. Donc, vous prenez seulement ceci et vous remplacez ici N1 par combien? N2, N3. Voilà. Donc, dit que epsilon A, on trouve donc que epsilon A est égal à tout simplement epsilon 1, 1. Puisque ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Et N1 lui-même est égal à 1. Donc ça fait donc que epsilon A est égal à epsilon 1, 1. J'ai déjà trouvé une inconnue. Je passe à B. Regardons la direction B. B, vous voyez que B fait 60 degrés avec X1. Donc, ça veut donc dire que dans le repère X1, X2, X3, B a quelle composante? B a pour composante cosinus 60 degrés, sinus 60 degrés et 0. Puisque là, B est dans le plan X1, X2. La composante suivant X3 est égale à 0. Donc, vous prenez ceci. N1 ici, ça va être combien? Ça fait donc epsilon 1, 1 sur 4. N2. Racine de 3 sur 2. N3. Voilà. N2, N1. Donc vous calculez. N3, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc ça veut donc dire que ici ça va faire ça, que c'est déjà ce terme-ci. Et maintenant alors, ça, c'est ce terme-ci. Et puis maintenant, l'autre c'est ça. C'est ça, non? C'est ça, non? Puisque N3 est égal à 0. OK. Si je prends N1 au carré, ça me fait bien un quart. Ça fait donc epsilon 1, 1 sur 4. Si je prends N2 au carré, ça me fait 3 quarts. Le voilà. Si je prends le terme en epsilon 1, 2, ça fait bien 2 fois N2 fois N1. Ça va faire donc quoi? N2 fois N1, ça fait quoi? Ça fait racine de 3 sur 4. Maintenant, si je multiplie par 2, ça fait racine de 3 sur 2. Bien. Donc, voici une équation. Voici la deuxième. Puisque epsilon B est donné. Je passe pour la jauge C. À la jauge C, alors, la jauge C, la C est quoi? C est dans le plan. Alors, C est toujours dans le plan X1, X2. Mais attention, il est de l'autre côté de X2 là-bas. Et il fait aussi 60 degrés avec X2. Ça veut donc dire que dans le repère X1, X2, X3, C a pour coordonner plutôt moins racine de 3 sur 2. OK? 1,5 et 0. Donc ça veut donc dire que c'est le vecteur qui est directement perpendiculaire à AB. Absolument. Pareil, je fais pareil. Dans cette équation, je remplace N1 par racine de 3 sur 2. Je remplace N2 par 1,5 et je remplace N3 par 0. Ça nous donne ça. Epsilon C est connu. Pour la jauge D, alors regardez bien où se trouve la jauge D. Vous voyez que D, c'est la bisectrice de X2, X3. Donc ça, c'est 45 degrés. Donc ça fait 0 sur X1 et puis racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc voilà ça. Et quand j'applique, ça donne ça. Et ensuite ça. Alors, pour la jauge E, la jauge E est où? La jauge E est portée par X3. Donc, ça fait tout simplement 0, 0 et 1. Le voilà. OK? On trouve ça. Et ensuite, maintenant, pour la jauge F, elle est où? Elle est ici. C'est la bisectrice de A et de X1 et X3. Donc, ça va faire donc racine de 2 sur 2, 0 et racine de 2 sur 2. OK. Alors maintenant, en appliquant tout ça, bon, donc là, vous aurez donc un système de 6 équations à 6 inconnues. Voilà. Là, j'ai résumé donc les 6 équations. Epsilon 1, 1 est égal à ça, ça est égal à ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous résolvez donc ce système d'équations et vous trouvez ça. Voilà. Ça veut donc dire que vous avez donc déterminé le tenseur de déformation. Voilà. Oui? Bien. C'est fort, c'est fort.
C'est faux. Ben, non, c'est pas. Bon, c'est seulement que c'est la première fois que vous voyez ça, d'accord? C'est pour ça que ça vous dérange, ok? Parce que c'est la première fois que vous voyez ça. Voilà. Non, ça veut dire que en prenant le document, vous regardez, vous grattez vous-même, vous allez voir que c'est. Pardon, c'est que ce n'est pas compliqué. Voilà. Alors ici, est-ce que ça c'est intéressant ça? Bon, ça c'est les mêmes choses. Hein? On a déjà fait ça. Hein? Donc, considère la transformation homogène. Donc, ça veut dire que ça, c'est phi. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Non, il n'y a pas d'autres pour l'instant. Bon. Après, je pourrais vous donner d'autres TD. Si ce n'est pas dans le document, normalement, à la fin du document, il doit y avoir des TD. On va voir. Si vous n'avez pas, je pourrais vous en donner d'autres. Mais globalement, voilà le type de TD qu'on va vous donner pour ce chapitre. D'accord? On vous donne un champ on vous donne la transformation phi. On vous demande de la caractériser. Caractériser, ça veut dire quoi? Trouver F, trouver C, trouver L, trouver epsilon, ainsi de suite. D'accord? Ok. Bon, ensuite, on peut vous donner un champ, on vous demande de l'intégrer. C'est ce que nous avons fait. Voilà, globalement, c'est ça. On peut vous donner, par exemple, un tenseur, on vous demande de trouver les directions principales. Et puis, peut-être les invariants, des choses comme ça. Donc, globalement, voilà le type de questions qu'on va vous poser pour ce chapitre. Bien, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Oui, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais donc commencer le chapitre sur les contraintes. OK? Sur le tenseur de contraintes. OK. Donc, on dit donc demain, 15h toujours, c'est ça? Voilà, demain 15h. Alors, à Yaoundé, vous êtes... ça va, à Yaoundé, vous avez des questions? Remets les faux comme se voit. Oui? Il y a des questions à Yaoundé? Il dit qu'il veut le deuxième fichier. Le deuxième fichier, oui, on va vous l'envoyer dès ce soir. Il n'y a pas de problème. Le deuxième fichier, on va vous l'envoyer dès ce soir. Parce que c'est... Avec le TD également. Avec le TD. Faites déjà ce qu'on a fait là. Reprenez déjà ce qu'on a fait. Vous assurez que vous avez compris. Je vais vous donner d'autres. Voilà. Reprenez déjà tout ce qu'on a fait comme TD ce soir là. Donc vous grattez tout ça. Vous me montrez que vous avez compris. Je vais vous donner d'autres. Il n'y a pas de souci. Le second fichier, on vous l'envoie tout de suite. Vous n'avez pas de... De quoi? La deuxième fiche de TD. J'ai pas compris. Vous n'avez pas de quoi? La griffe pour griffer. La deuxième fiche de TD. Ce qu'on vient de faire. Comment ça, la griffe? Ah, il n'y a pas la griffe. Oui, gratter. Cherchez la griffe pour gratter. Cherchez la griffe pour gratter. Voilà. Grattez déjà tous les TD que je vous ai donnés ce soir. Ensuite, je vais vous donner les autres. Le fichier numérique, on va vous l'envoyer tout de suite pour le deuxième chapitre. On vous l'envoie tout de suite. Donc, demain, 15h, on commence le chapitre sur les contraintes et les équations d'équilibre. Hein? Merci, monsieur. Ok, donc demain, on dit demain 15h. Oui, monsieur, demain 15h. Bon, à ce rythme, si je peux finir dans 2 semaines.